On va faire ça comme ça. Est-ce que vous m'entendez là? Désolé, hein, ça commence. Ça y est. Ok. Non, toujours pas. Oui, c'est bon. Ok. Décidez-vous. Ok. Bonjour. Eh bien, désolé. Voilà, première webconférence de l'année, premier couac. Je suis désolé. Bon, on va commencer très bien comme ça. Je suis ravi de vous trouver ou de vous retrouver pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir en webconférence. D'habitude, on en organise toutes les semaines le mardi après-midi. Euh, et là, bon, bah, c'est le jeudi. Des fois, on en fait aussi le jeudi matin en complément. C'est donc la première de l'année. Et donc, je me suis dit, pour repartir sur des bonnes bases, reprenons un sujet qui plaît beaucoup, qui est très demandé, mais qui est aussi assez généraliste, assez large sur le fonctionnement de la micro-entreprise. Alors, on va vraiment se focaliser sur ce régime, sur cette forme d'entreprise qui est la micro. Donc voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais on va parler de plein de choses différentes, de comptabilité, d'éléments plus juridiques, du fonctionnement, des droits que ça donne, des devoirs que ça, en termes comptables, en termes sociaux aussi, que ça comporte. Donc quand même assez large. Bonjour tout le monde, c'est ceux qui nous rejoignent encore. Euh, donc je vous montre le programme pour cette petite heure ensemble. Petite présentation d'abord de l'ADI, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et donc, un focus très rapide sur la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est en synthèse. Et puis, on va rentrer, ensuite, je vous le disais, dans la partie plus fonctionnement, comptabilité, etc. Et on poursuivra sur la protection sociale. Qu'est-ce que c'est le régime social d'un micro-entrepreneur? Là, on va sortir de l'aspect juridique et comptable pour entrer plutôt sur le régime social. Et puis ensuite, je vous présenterai comment on peut travailler ensemble sur votre projet de micro-entreprise. Bienvenue encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. On va y répondre au fur et à mesure de la présentation. Et puis moi, je prendrai des temps pour répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Avant de commencer sur la micro, vous présenter très rapidement l'ADI. L'ADI, c'est une association, une grande association. Vous voyez, on est présent dans toute la France, y compris dans l'outre-mer. C'est vrai, Hassan, je m'arrête tout de suite. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année. Bonjour tout le monde et bonne année. Voilà, donc si vous avez besoin de venir nous voir, on est partout, là où il y a les petits points rouges sur la carte, et même là où il n'y a pas de petits points rouges, parce qu'on fait des permanences chez Pôle emploi, France Travail, dans les missions locales, les maisons France Service, donc on est vraiment partout. Y compris, oui, faire ça à La Réunion. C'est une association qui a voyez, plus de 30 ans, en fait 35 ans cette année en 2024, donc une grosse expertise sur l'accompagnement et le financement des petites entreprises et des micro-entreprises. Presque 850 employés et surtout 1200 bénévoles partout. Et ce sont les bénévoles qui font toute la partie accompagnement, coaching, formation, ateliers collectifs, vraiment qui sont sur l'accompagnement, que ce soit en collectif ou en individuel, pour mener à bien le projet et puis le suivre après la création aussi ou après le financement. Et nous, employés, le cœur de mission, c'est le cœur de métier, c'est au-delà de cet accompagnement-là, c'est le financement. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais le financement par des principes de prêt, de microcrédit, jusqu'à 12 000 euros, jusqu'à 15 000 euros en outre-mer, et puis qu'on complète avec des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro, des primes en fonction de là où ça existe, puisque c'est très localisé, en fonction de ce que donnent souvent les collectivités ou l'État, ou en fonction de certains secteurs d'activité. Voilà. Première question déjà de Sophie. J'ai déjà un boulot à temps plein. Je souhaite créer ma micro-entreprise pour, au final, changer de travail. Est-ce possible? Vous pouvez très bien cumuler les deux pendant un temps. Il faudra voir dans votre contrat de travail s'il n'y a pas de clause d'exclusivité, si c'est la même activité. J'ai l'impression que c'est complètement une autre activité, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc faites-le aussi en lien avec votre employeur. C'est à questionner. Mais c'est légalement possible de cumuler les deux. Ouais. Que signifie le financement, Hassan? Je vous reparlerai à la fin, mais ce que je vous disais là, donc des microcrédits, prêts d'honneur et puis des primes pour acheter du matériel, acheter un véhicule, pour de la trésorerie, un petit peu tous les besoins. Ça, c'est ce qu'on fait à l'ADI.
Alors, je vais rentrer dans le cœur du sujet qui va nous intéresser ce matin. Ce matin pour moi, peut-être pas pour d'autres, pardon. La micro-entreprise, une vraie entreprise? Oui, c'est vrai que c'est souvent, j'entrerai dans les détails à la fin, Béatrice, si vous voulez, on y reviendra. La micro-entreprise, c'est une vraie entreprise. Pourquoi je le dis? Pourquoi c'est important? Parce que ça a souvent été, dévalué, dans, les discours, dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on se représente d'une micro-entreprise, parce que c'est pas une société. C'est ça la principale différence, c'est qu'une entreprise, une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, c'est-à-dire que, la structure de l'entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même, c'est l'individu, à la différence d'une société, où on distingue l'entrepreneur, le patron, le dirigeant, le gérant, donc l'individu, et la société a une existence morale, juridique et fiscale propre. C'est une structure à part entière, comme si c'était une personne virtuelle, mais reste une personne morale. Elle existe à part entière. En entreprise individuelle et en micro-entreprise, l'entreprise et l'individu sont mélangés. OK? Donc il n'y a pas cette structure-là, morale qui existe et qui est séparée. Donc c'est vrai que souvent, depuis, 15 ans, maintenant que l'entreprise que la micro-entreprise, qui était auparavant appelée auto-entreprise, heu existe, on a souvent vu ça comme, une petite forme d'entreprise qui n'en est pas vraiment une, qui est une forme de test, heu où c'est pour les libéraux, mais c'est pas une vraie société, c'est pas une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise, on peut vivre toute sa vie avec une micro-entreprise, on peut aussi, si on veut, tester, hein, bien sûr, et puis après de partir en société, développer petit à petit. Mais une micro-entreprise, ça a un vrai cadre juridique, ça a aussi un vrai cadre fiscal, c'est encadré, c'est une vraie entreprise. Anthony, je vais vous envoyer à la fin, un mail avec, si vous voulez le support, dites-moi si vous voulez vraiment. Normalement, je partage pas trop les supports, mais je vous enverrai, surtout les bons liens pour, que je vais vous présenter aussi au fur et à mesure pour, avancer dans le projet, choisir le statut juridique, des liens aussi auprès de l'URSSAF, auprès des sites de l'État pour, cadrer tout ça, pour avoir des textes de référence. Je vais vous envoyer tout ça, donc je vous enverrai ça par mail. Bernard est dans l'attente de son numéro SIRET, combien de temps cela arrive? En fait, ça dépend de là où vous vivez, ça dépend du du CFE compétent, du greffe, compétent. En micro-entreprise, normalement, le délai, c'est 48 heures, c'est beaucoup plus rapide qu'en société. Mais si, dans le département ou la ville où vous vivez, il y a beaucoup de demandes, forcément, ça prendra plus de temps. Je peux pas répondre. Le délai garanti, c'est 48 heures minimum. Ça fait 3 semaines. En micro-entreprise? Ouais. Ils sont un peu sous l'eau parce que, je me permets de faire ce pas de côté parce que, il y a eu beaucoup de refontes, beaucoup de changements sur les CFE, donc sur les 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 organismes, chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce et cetera ou l'URSSAF qui sont compétents là-dessus. Il y a beaucoup de ressources qui ont disparu. Ça a été, centralisé, auprès de l'URSSAF et des tribunaux de commerce, donc ça voilà, c'est beaucoup de ressources en moins, donc forcément ça prend plus de temps. D'accord, mais sur l'INPI, c'est là où vous créez, donc c'est très bien, vous avez raison. Je ne peux pas vous donner une réponse, générale sur le délai. Donc la micro-entreprise, c'est une vraie entreprise, pour reprendre. Je vous ai écrit: la micro-entreprise n'est pas un statut, mais un régime fiscal, et ensuite, on viendra au régime social. Oui, pourquoi je dis que c'est pas un statut? Le statut juridique, de la micro-entreprise, c'est l'entreprise individuelle. Ce que je vous disais, il y a les sociétés, SARL, EURL, SAS, SA, et cetera, et les entreprises individuelles, donc l'entreprise qui, est, mélangée, qui est confondue avec l'entrepreneur. Bon, une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle comme n'importe quelle EI. Ce qui distingue les micro-entreprises des autres EI, c'est son régime fiscal. D'accord? Je vais détailler tout ça, bien sûr, après. Mais la micro-entreprise, on ne peut pas dire que ce soit un statut, c'est un abus de langage, c'est un régime fiscal spécifique. Voilà. Qui dit régime fiscal spécifique dit qu'on va avoir
un impact, donc ça va avoir un impact sur les impôts, sur, vos droits sociaux, la sécurité sociale, sur vos droits au chômage. C'est marqué Pôle emploi, France Travail depuis, avant-hier, ou sur, des autres droits sociaux auprès de la CAF et cetera. C'est un régime qui est fait pour tout le monde ou presque, je dirais pourquoi presque pour tout le monde. C'est vrai que c'est ouvert à, on le disait tout à l'heure, aux salariés, c'est déjà en cours, c'est déjà une autre activité à côté. Si vous êtes étudiant, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est ouvert à tout le monde, y compris aux fonctionnaires aussi. Alors, il y a des spécificités pour les fonctionnaires pour quitter son travail ou cumuler, en fonction de la euh, en fonction pardon, de quelle fonction publique vous dépendez, mais tout le monde peut créer une micro-entreprise, a priori. Un peu méfiant, je me demande s'il n'y a pas justement quelque chose de caché dans le portage salarial. Bah, le portage salarial vous permet soit de tester pour lancer votre propre entreprise après, soit d'avoir un cadre justement juridique et une protection juridique et aussi financière, au final, dans une autre entreprise où en fait vous travaillez comme un freelance attaché à cette entreprise-là, hein, pour l'expliquer aux autres personnes. Il n'y a pas franchement de quelque chose de caché, c'est aussi là pour le coup un statut différent, mais c'est pas de la micro-entreprise. Ça vous permet d'être freelance, d'avoir votre propre entreprise, tout en ayant un cadre juridique et financier plus large et plus stable, c'est-à-dire celui d'une entreprise qui existe déjà et qui est grosse. Voilà. Oui, je vous enverrai à ce moment-là le support après. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ce qui est important, c'est la dernière phrase aussi ici. Vous payez vos cotisations sociales, donc ce que vous payez à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois, ou ce que, quand vous êtes salarié, c'est donc en gros déduit de votre salaire. C'est plutôt les charges payées par votre employeur. Là, vu que vous êtes votre propre employeur, c'est vous qui allez le payer à l'URSSAF. Et vous, ces cotisations-là, vous les payez que en fonction des chiffres d'affaires que vous réalisez, contrairement à d'autres régimes où on a des cotisations en fonction, enfin, qui sont plus, enfin, qui sont calculées sur du forfait ou en fonction du bénéfice. Là, ça va être en fonction du chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires au démarrage ou à un moment creux de l'activité, vous n'avez pas de payer de cotisation. Ça, c'est important, c'est vraiment réel. Ah oui, tout à fait, bah, vous avez raison. Pardon, je reprends votre nom, Marine, de vérifier les infos ou de croiser. C'est bien toujours d'aller chercher plus d'infos, même si au final c'est les mêmes, ça vous conforte. Moi, je vous dirais toujours de prendre plus votre temps et d'aller chercher les informations. Vous avez raison. Alors, en bref, la micro-entreprise, pour synthétiser, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est une entreprise individuelle, donc ce n'est pas une société. L'entrepreneur est confondu avec l'entreprise. Ça veut dire qu'aussi la responsabilité fiscale, elle est portée sur l'entrepreneur. Le chiffre d'affaires de la micro-entreprise est plafonné pour le commerce, pour l'achat-revente, 188 700 € et pour les prestations de services, 77 700 € par an. Si vous dépassez ce chiffre d'affaires 2 années de suite, on va vous demander, l'URSSAF va vous demander de passer en société, de changer de statut. Donc, pour avoir dépassé 2 années consécutives. C'est des plafonds qui ont été augmentés il y a quelques années, donc qui sont quand même assez larges. Bon, si votre entreprise se développe, si vous avez l'ambition de la développer plus que ça, voilà, c'est un statut qui est, pardon, je dirais pas, c'est un régime qui n'est plus adapté, donc il faudra changer pour passer en société. Et en mixte, alors en fait, quand vous allez déclarer le chiffre d'affaires et que vous avez à la fois de l'achat-revente et de la prestation de service, vous allez déclarer les deux sur la même déclaration, mais il y a 2 cases en gros différentes à déclarer. Donc la part de chiffre d'affaires ce que vous gagnez qui dépend de la vente, vous allez la déclarer dans la vente. Ce que vous allez gagner qui dépend de la prestation de service, vous la déclarez en prestation de service. Donc, c'est-à-dire que cette part-là, par exemple, en prestation de service, dans l'année, ne doit pas dépasser 77 700 €.
pas l'ensemble du chiffre d'affaires, du coup, mais cette part-là ne doit pas dépasser 77 700 €. OK. Vous pouvez déclarer, Bernard, votre épouse en tant que conjointe collaboratrice quand vous créez, l'entreprise. C'est pas une associée, il n'y a pas d'associé en micro-entreprise, mais c'est une conjointe collaboratrice. Et donc le taux, pour, le paiement des cotisations, des charges sociales, dépend du chiffre d'affaires. Ce sera la même chose pour les impôts quand vous ferez votre déclaration annuelle, et donc ce que vous déclarez à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois, c'est vous qui choisissez. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous payez qu'en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. Si vous avez 0 € de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de payer de cotisation. Eh bien, on applique ce taux-là. Pour la vente, c'est aussi différencié, hein, l'achat-revente là et la prestation de service. Ce sera 12,3% pour le commerce, pour l'achat-revente, du chiffre d'affaires qui va partir en cotisation sociale. Et pour les prestations de services et les activités libérales, ce sera 21,2% de votre chiffre d'affaires qui partira en cotisation sociale à l'URSSAF. D'accord ? Alors, Laura, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Le chômage saute, ah pardon, saute, oui, c'est une demande d'ACRE. Non, c'est si vous faites une demande d'ARS, donc le paiement de vos droits au chômage, donc payé en une seule, enfin 2 fois à la création de l'entreprise, là vous avez pu avoir le chômage tous les mois. Par contre, l'ACRE, je vais en parler tout à l'heure, le chômage ne saute pas. Alors Fabien, bonne question, on va reparler, hein, des prestations sociales, tout à l'heure. Si on encaisse 0 €, pas de cotisation, mais qu'en est-il de la validation des trimestres de retraite? Eh bien, que ce soit pour votre protection sociale ou pour la retraite, si vous déclarez 0 €, vous n'aurez pas de prestations sociales ni vous ne validerez pas les trimestres de retraite non plus. Voilà, c'est ça la limite de la micro-entreprise. Bon, enfin, de la plupart des entreprises, en fait, hein, quand vous êtes entrepreneur, les prestations sociales et les retraites, elles sont calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. J'essaie de lire toutes vos questions, il y en a beaucoup. Pour le taux de 21,2% en prestat de service, de combien est-il si on coche le versement forfaitaire libératoire? C'est le même taux. Alors ça, c'est le taux pour les cotisations sociales, effectivement, pas pour les impôts, attention. Mais alors pour les taux sont les mêmes, c'est juste que vous ne payez pas au même moment pour le versement libératoire. Vous n'allez pas payer vos impôts en une seule fois, vous allez payer tout au long de vos déclarations. Quelle est la différence entre l'ADI et la CMA en formation de 2 jours et demi de cette dernière en micro-entreprise? Bah là, je vous donne les bases, hein, en 1 heure. On a aussi des formations un petit peu plus longues en physique, en collectif. Pas de différence, c'est le même contenu, étant donné que ce sont des textes de loi réglementaires. On vous apporte heureusement le même contenu. Pourquoi cette distinction entre la vente et la prestation de service? Parce qu'on considère qu'il y a aussi plus de charges pour le commerce ou pour la restauration, hein, ça va rentrer là-dedans, dans cette même catégorie, que pour les prestations de services ou les activités libérales. Il y a plus de charges, il y a plus de dépenses, il y a plus de stocks, de matériel à acheter, à renouveler. Donc on a une plus grande souplesse, voilà, c'est une plus grande largeur sur le chiffre d'affaires maximal à faire. Parce que dans le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires doit être assez conséquent pour pouvoir payer toutes ces dépenses-là, toutes ces charges-là. Voilà, c'est pour ça. Et l'artisanat sera dans la prestation de service, hein, sauf si vous vendez, je sais pas, ça dépend, parce que l'artisanat, ça peut être l'activité de peinture en bâtiment, et ça peut être aussi de l'artisanat d'art. Donc, le terme est trop large. Voilà, donc ça peut être dans les deux. Fabrication puis vente d'objets. Bon, bah là, ce sera dans la vente de marchandises plutôt. Ouais. Est-il possible d'ajouter une activité commerciale libérale? Oui, vous pouvez toujours ajouter une activité secondaire ou changer l'activité en cours d'existence de votre micro-entreprise. Ça, vous le ferez aussi auprès de l'INPI, là où vous créez l'entreprise.
Si j'ai bien compris, on n'a plus droit au Pôle emploi si on se met en micro-entreprise. Je vais revenir, hein, sur la je vous redis sur la protection sociale et les droits sociaux. Si, vous avez toujours le Pôle emploi si vous vous mettez en micro-entreprise. Je vais vous dire à quel moment ça saute, mais vous l'avez. Entrons un peu plus dans les détails du fonctionnement. Ah, et sur toutes les questions sur la protection sociale et les droits, je reviendrai après. Le fonctionnement, les avantages et les inconvénients. Les gros avantages, c'est que c'est un fonctionnement simplifié, une micro-entreprise. Le principe, c'est que tout est simplifié. Donc, vous allez avoir aussi à la fois une comptabilité qui sera simple et des démarches, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir fournir à la création de l'entreprise et pour la vie de l'entreprise, qui seront beaucoup plus simples que sur la gestion d'une société. Donc, la création en ligne sur le site de l'INPI, aujourd'hui, plus sur l'URSSAF, elle est gratuite. On ne peut pas vous demander de payer pour créer une micro-entreprise. Les seules fois où on vous demandera de payer, c'est à la chambre des métiers ou à la chambre de commerce pour vous aider à remplir le dossier. Donc ça, c'est une prestation qui coûte de l'argent. Mais si vous le faites vous-même, on ne va pas vous demander de payer la création d'une micro-entreprise. Faites bien attention à ça, parce qu'il y a des sites frauduleux, on va vous demander de payer. Le seul site, je vais vous renvoyer le bon lien ensuite, c'est effectivement l'INPI. Si sur l'INPI, vous avez payé 52 € pour créer une micro-entreprise, soit c'est qu'il y avait une spécificité et vous avez rajouté une option, soit c'est qu'on vous a accompagné pour le faire. Vous ne payez pas pour créer une micro-entreprise. Normalement, c'est gratuit. Là, vous avez rajouté un nom commercial. D'accord. Donc, ça veut dire que là, il y a un dépôt auprès de l'INPI. Donc, ça leur fait une formalité. Ça leur fait faire une formalité, effectivement. Pour la SS, c'est pareil, on en parlera avec la RE, c'est-à-dire sur les droits sociaux, on pourrait le maintenir. La comptabilité aussi est allégée. Ce qu'on va vous demander, c'est seulement de tenir un cahier dépenses-recettes. Vous notez tout ce que l'entreprise gagne et puis tout ce que vous allez dépenser. Ça, c'est obligatoire. C'est un contrôle un jour de l'URSSAF, du tribunal administratif s'il y a un conflit ou du tribunal de commerce. Il faudra avoir ce tableau, ce cahier à jour. Avec bien sûr les factures ou ce que vous fournissez, c'est-à-dire les contrats, les devis. Vous ne payez pas, vous ne récupérez pas la TVA. La TVA, par exemple, c'est un impôt indirect. C'est-à-dire que les entreprises collectent la TVA sur ce qu'elles facturent, sur ce qu'elles font payer à leurs clients. Elles le gardent sur leur compte et puis à un moment, elles vont le rendre, en payant les impôts, elles vont le rendre à l'État. Donc, c'est l'État qui collecte cet impôt de manière indirecte par les entreprises. OK? En micro-entreprise, par défaut, vous allez payer la TVA sur les prestations ou sur les achats que vous allez faire. Par contre, vous n'allez pas la récolter sur les prestations et sur les achats que vous vendez. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes les dépenses que vous allez avoir, vous allez payer la TVA, hein, auprès d'autres entreprises. Mais par contre, vous, sur les prestations ou sur les ventes que vous allez faire auprès de vos clients, vous n'allez pas la récupérer pour ensuite la redonner à l'État. Sauf sur option, c'est possible, si vous le souhaitez. Ça demande un petit peu plus de gestion parce que c'est de l'argent que vous avez, mais en fait qui ne vous appartient pas. Donc attention à bien gérer cette trésorerie-là, cet argent-là, pour pouvoir ensuite le rendre à l'État. Sur option, vous pouvez choisir de quand même la récolter et de la reverser à l'État. Il y a aussi là un plafond qui n'est pas le même que le plafond du chiffre d'affaires. Un plafond de chiffre d'affaires n'a pas dépassé ce que je vous ai affiché là tout à l'heure pour rester en micro-entreprise. Pour la TVA, c'est plus bas. Donc pour l'achat-revente à 91 900 €, pour les services à 36 000. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat, ça devait être sur la TVA, je pense. 36 800 € pour les prestations de services, l'activité libérale. Au-delà, on va vous demander là, de la récolter de la TVA et de la rendre à l'État ensuite. On n'est jamais la TVA sur nos ventes, si je comprends bien. C'est exactement ça. Oui, vous pouvez commencer à créer votre entreprise sur le site de l'INPI et poursuivre plus tard, Jean-Michel. On va demander d'avoir un compte, donc on pourra retrouver à partir de ce compte-là. Enfin, un accès. Alors non, par contre, Bénédicte, si vous passez en
si vous passez en base TVA, si vous récupérez la TVA, ce sera pour toutes les activités. Donc nous, on l'aura, vous n'avez pas besoin pour la comptabilité de faire appel à un comptable. Si vous le souhaitez, vous le pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Si un client vous demande une facture, vous allez indiquer sur la facture que vous ne récupérez pas la TVA. Je vais vous donner juste après le terme exact, enfin la phrase exacte à indiquer. Et bien sûr, vous pouvez fournir une facture à un client sans la TVA. Donc en vente, vous avez le droit à 91 900 €, Bernard. Au-delà, vous allez récolter la TVA par an. Par contre, oui, à ça, vous pouvez décider de facturer avec la TVA. Par contre, il faudra, en faire la demande aux impôts avant. Pareil, je vous fournirai le lien pour ça. Vous pouvez pas décider par vous-même et faire d'un coup une facture avec la TVA. Il faudra informer les impôts, de ça. Ouais, au début, ce sera le dépassement effectivement, Adrien, au-delà des 36 800 €. Si ensuite vous passez directement, totalement sur l'option, ce sera pour l'ensemble du chiffre d'affaires. Alors, Fabien, quel est le seuil de chiffre d'affaires pour valider un trimestre de retraite? C'est flou et ça change tout le temps. Là, je préfère pas vous donner de bêtises puisqu'on est en début d'année, mais donc avec les changements, mais surtout ça dépend de plein d'autres choses que juste le chiffre d'affaires. Donc je vous donnerai tout à l'heure un lien vers un simulateur de l'URSSAF pour calculer ça en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de votre statut. Ça dépend de plein de choses qui sont, de votre situation personnelle, tout ça. Donc je sais pas si vous voulez, je vais vous le donner. Vous allez voir sur les simulateurs de l'URSSAF, alors c'est encore nouveau, ça a été créé l'année dernière par l'URSSAF. Il y a plein de simulateurs, vous pouvez aller voir, qui sont encore en test, hein. Mais ça va vous donner des indications sur ce que vous pouvez avoir pour tout ce qui concerne la déclaration de chiffre d'affaires, les droits sociaux et la retraite. Ce qui est important, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même plus dur, je suis désolé de le dire comme ça, c'est plus dur d'atteindre, de pouvoir valider les trimestres de retraite que quand on est salarié, par exemple, parce que ça dépend du chiffre d'affaires et que la base de calcul n'est pas du tout la même. Voilà. C'est une base de calcul que nous n'avons pas. Oui, Julie, pour le cahier dépenses-recettes, pour le registre, talon de facture, des devis, vous pouvez justifier avec ça. Et puis après, dans votre tableur, dans votre tableau, vous notez par vous-même. Mais pour justifier, effectivement, ce sera des factures ou des devis ou des contrats. Je continue là-dessus. Si vous avez des questions sur la TVA, n'hésitez pas. Ce sera pénalisant si je travaille avec des grandes entreprises de ne pas leur facturer la TVA car ils ne peuvent pas la comptabiliser si bien et les services directement destinés à l'usage de cette grande entreprise cliente. À ce moment-là, voilà, ça va dépendre aussi du secteur, de l'environnement dans lequel s'implante votre entreprise. Si c'est demandé par vos clients, si c'est important par vos clients, vous pouvez demander au centre des impôts de passer en base TVA, enfin de récolter la TVA. Voilà. Mais c'est une démarche en plus qu'à un moment où vous créez votre micro-entreprise, par défaut, ce n'est pas le cas. Ça, alors ça dépend où sera Apolline, si on facture pour un client en France, la TVA ne s'applique pas non plus, ça dépend pas de où est le client, mais ça dépend de où se fait la prestation ou la vente. Voilà. Sinon, non. Alors les inconvénients, donc on va parler de du plafond à atteindre pour valider les trimestres de retraite. Je vous l'ai dit, la responsabilité infinie de l'entrepreneur individuel sur les dettes de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de séparation entre l'entreprise et l'entrepreneur. C'est vous-même qui êtes responsable des dettes de l'entreprise. Sachant qu'il y a aussi des garanties pour ça, que si ça se passe mal, il y a plein de procédures pour vous permettre soit de reprendre
le cours de l'entreprise, soit pour l'arrêter dans des bonnes conditions. Le rétablissement ou la liquidation, ce sont des procédures juridiques qui vous permettent de le faire dans des bonnes conditions. Mais en tout cas, voilà, l'entreprise n'ayant pas de forme morale à part entière, c'est l'entrepreneur qui est responsable. Oui, Elise, si vous avez un devis mais que vous n'avez pas encore été payé, doit-on le signaler dans le registre des recettes? Oui, vous le signalez comme en attente, quelque chose que vous avez anticipé, parce que ça va impacter votre trésorerie et votre comptabilité. Voilà. Attention d'ailleurs sur les délais de paiement, par rapport à vos clients, je vous conseille de les mettre sur les factures ou sur les contrats. Ça va vous garantir s'il y a des délais, enfin s'il y a des défauts de paiement, ou des clients qui vous payent très tardivement, d'avoir, vous, quelque chose de factuel, de concret juridiquement, pour vous retourner, quoi, s'il y a besoin. Alors, je vais continuer. Un régime qui n'est pas adapté à toutes les activités. Dans les inconvénients, je dis que tout le monde pouvait, a priori, être micro-entrepreneur, créer une micro-entreprise, c'est vrai. En revanche, il y a des activités, je disais tout à l'heure, on va devoir atteindre un certain niveau, un certain chiffre d'affaires pour pouvoir payer toutes les dépenses. Par exemple, dans la restauration, c'est pas le seul secteur d'activité, mais c'est assez représentatif parce que dans la restauration, je vous disais, il y a beaucoup de matériel à acheter, il y a le local, donc il y a les assurances, il y a du renouvellement de stock, il y a plein de choses à acheter, il y a beaucoup de dépenses qui sont très récurrentes en plus, et pour pouvoir payer ces dépenses, mais quand même être rentable ou avoir du bénéfice, il va falloir atteindre un chiffre d'affaires encore plus haut, donc dépasser même le plafond de chiffre d'affaires limité de la micro-entreprise. Donc là, on va plutôt aller sur une société à part entière. Voilà. A priori, tout le monde peut créer une micro-entreprise, mais c'est pas forcément adapté à toutes les activités, surtout celles qui ont des charges importantes. Oui, il y a pas mal de logiciels, hein, pour les micro-entreprises de comptabilité. De Cerfrance aussi, qui en a développé un. Vous avez les banques en ligne, Shine Conto, qui ont ces outils-là aussi. Il y a pas mal de choses qui existent là-dessus. Je pourrais aussi vous envoyer, si vous voulez, dans le mail après, des bons liens là-dessus. Alors, on parlait de la TVA. Voici la mention, la phrase à indiquer sur les factures ou sur les devis pour les micro-entreprises quand vous ne récoltez pas la TVA. Donc, TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Vous le marquez partout, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Le registre des dépenses et des recettes, avec donc cet ordre chronologique. Oui, vous pouvez déclarer votre collaboratrice après la création d'une micro-entreprise. Peut-on récupérer, Mathieu, la TVA des achats réalisés dans le cadre de la micro si l'on retient l'option TVA ou l'on dépasse le seuil? Oui, du coup, oui, c'est pareil. Vous récupérez aussi la TVA sur vos dépenses dans cette option-là. Ah, bah, quels sont les arguments des entreprises qui n'apprécient pas pardon, à avoir affaire à des micro-entreprises? Ce que je vous disais tout au début, c'est c'est une image qui est plus si vraie maintenant et qui a été vraie à la création de l'auto-entreprise. C'est pas une vraie entreprise parce qu'il n'y a pas de forme juridique, il n'y a pas à part entière, il n'y a pas de ces cette structure morale-là. C'est des petites entreprises qui sont individuelles où il n'y a que un entrepreneur. Souvent, on a des créateurs de micro-entreprises qui ont un peu un sentiment d'infériorité par rapport à ça. On manque de confiance parce qu'on va se dire bah oui, mais moi, mes clients, ils ne me feront pas confiance si je me présente en tant qu'auto-micro-entrepreneur, alors que j'ai des concurrents qui sont des plus grosses entreprises. En fait, ça ne veut rien dire de la qualité de votre travail, ça ne veut rien dire de la qualité de votre gestion, non plus comptable, la gestion de votre trésorerie. Je vous dis, il y a un cadre, je vous le présente là, comptable et fiscal et juridique qui existe à la micro-entreprise, c'est vraiment juste des a priori. Créer des sites internet, pardon, et des applications, oui, c'est considéré comme la prestation de service.
Sauf si vous vendez des noms de domaine, par exemple avec. Mais, voilà. Vous avez aussi comme obligation en tant que micro-entrepreneur la déclaration des cotisations sociales à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et on va vous demander de payer donc, ces cotisations en fonction de ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est là, ces taux-là, 2,3% en commerce, 21,2% en prestations de services. Vous allez déclarer ça à l'URSSAF tous les mois sur le site de l'URSSAF, autoentrepreneur.ursaf.fr, ce site-là. Ça se fait uniquement en ligne depuis quelques années. Voilà. Plus par papier. Et c'est obligatoire d'ouvrir un compte bancaire quand on est en micro-entreprise. Non. Oui et non. En fait, c'est obligatoire d'ouvrir un compte dédié à l'entreprise si vous dépassez 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Bon, c'est un plafond là pour le coup, qu'on peut atteindre vite. Donc, vous allez ouvrir un compte dédié. Attention, ce n'est pas forcément un compte professionnel. Vous avez l'obligation d'ouvrir un compte spécifique, dédié. Par contre, ça peut être un compte qui s'appelle particulier auprès d'une banque. Ce n'est pas un compte qui s'appelle professionnel. C'est 2 types de comptes différents. Les sociétés, elles, donc SA, SAS, SARL, etc., sont obligées d'ouvrir un compte professionnel. Vous, en tant que micro-entreprise, comme il n'y a pas cette structure morale-là, que tout est lié à votre propre personne, vous pouvez très bien demander à la banque d'ouvrir un compte particulier, mais vous allez avoir une gestion différenciée de votre compte à vous, votre compte personnel. D'accord ? Pourquoi c'est important ? Parce que y a plus de frais sur les comptes professionnels. Et la banque, en fait, se rémunère là-dessus, sur ces frais-là et ces produits complémentaires. Vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte professionnel, donc insistez si votre banquier vous dit ouvrez un compte professionnel, vous ouvrez un compte particulier dédié à l'entreprise. Mais oui, c'est ça, du coup, Bernard. Oui, la banque vous conseille d'ouvrir un compte professionnel. Alors, je ne suis pas là pour leur taper dessus du tout, mais aussi parce que c'est là-dessus qu'ils se rémunèrent, c'est sur ces frais-là. Mais en soi, ça ne va rien changer pour vous, vous avez un compte dédié, quoi. C'est pareil. Et oui. Mais en tout cas, je sais que c'est pas si facile de négocier, de demander ça à la banque, mais c'est dans votre droit. Voilà. Vous avez l'obligation d'ouvrir un compte dédié à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, vous n'avez pas du tout d'obligation d'ouvrir un compte professionnel. Et sinon, effectivement, attention, Bernard, vous voyez si ça vous coûte pas plus cher de rompre le contrat. Mais oui, en tout cas, ça vaut le coup de demander à la banque, oui. Ouais. Voilà, et dernière obligation, sur vos contrats et sur les factures, vous communiquez, ça pareil, je vous envoie un lien pour trouver la liste des médiateurs, vous communiquez sur les contrats et sur les factures les coordonnées du médiateur de la consommation dont vous relevez. Alors, ils sont définis en fonction du département de votre activité, en fonction de votre secteur d'activité. Voilà, donc il y en a plein. Et ça, vous devez l'afficher sur vos contrats ou sur les conditions générales d'utilisation ou de vente sur votre site internet. OK ? Pour toutes les activités. Ouais. Alors, Laura, la médiation, c'est s'il y a un problème avec un tiers. Donc là, un tiers, ça peut être un client ou un usager. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qu'un client, c'est quelqu'un qui est touché par votre activité, mais souvent, ce sont les clients ou les usagers. S'il y a un défaut de fabrication, s'il y a un problème, par exemple, vous faites des cosmétiques et qu'il y a une allergie, j'espère pas, mais on peut aller jusque-là. Voilà, donc c'est pas forcément toujours du conflit, mais en tout cas, le médiateur doit interférer dans la relation entre vous et le client. Voilà. C'est une obligation d'afficher les coordonnées. C'est aussi un droit pour vous en fait d'avoir un médiateur. C'est un droit du consommateur avant tout, mais c'est un droit pour vous aussi de faire appel à ce médiateur-là s'il y a un problème. Alors attendez, Sophie. Alors, est-ce qu'on peut créer 2 entreprises avec le statut auto-entrepreneur? Non, vous ne pouvez pas créer 2 entreprises différentes parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas de structure morale, de forme d'entité de l'entreprise. Donc,
différencier. Donc, ce sera la même entreprise que vous aurez pour 2 activités différentes. Vous allez déclarer 2 activités auprès de l'URSSAF, mais ce sera la même entreprise. Si vous avez 2 comptes bancaires déjà particuliers, oui, vous pouvez en réserver un pour votre activité, le compte dédié. Alors, est-ce qu'il existe des services juridiques bon. Non, vous n'avez pas accès forcément à de l'aide juridique autre que des cabinets ou des juristes. Nous, on le fait avec nos bénévoles aussi et avec des cabinets d'avocats sur du pro bono avec lesquels on travaille. Voilà, donc, si vous avez besoin d'accompagnement juridique, vous pouvez vous faire accompagner par nous ou par d'autres associations, mais par l'intermédiaire de nous, mais par des cabinets d'avocats. Voilà. Mais sinon, non, ce sera des cabinets payants, quoi. J'essaie de le lire tous vos messages. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Est-ce que l'on peut adjoindre des activités différentes au sein d'une même SIREN ou SIRE? Oui, c'est ce que je vous disais, ce sera sur le même SIREN parce que c'est la même entreprise, mais vous pourrez tout au long de la vie d'entreprise ajouter des activités secondaires. Et changer quelle est l'activité principale. Vous pourrez changer aussi. Existe-t-il une tolérance concernant le dépassement du plafond de chiffre d'affaires? Il me semble avoir entendu qu'il fallait que le dépassement du salaire soit effectif 2 années consécutives. Oui, tout à fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit 2 années consécutives. À chaque fois, hein, c'est 2 années consécutives. Là, pareil pour le compte dédié. Si vous dépassez ces plafonds-là 2 années de suite, ce sera, on vous demandera de passer une micro-entreprise et pour le compte, on vous demandera d'ouvrir un compte dédié. Voilà. Ah, je vais vous parler des assurances après. Et si les 2 activités sont différentes et illogiques, bah, ce sera toujours sur la même entreprise quand même. OK? Je vais continuer. Parce que je réponds un peu aux mêmes questions, donc je vais continuer. Oui, Eman, vous pouvez. Les interlocuteurs administratifs, les bons interlocuteurs, donc je vous en ai déjà parlé, l'URSSAF, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations tous les mois ou tous les 3 mois. La sécurité sociale des indépendants, c'est ce qui dépend aussi de l'URSSAF et de l'assurance maladie, c'est votre régime de protection sociale. Aujourd'hui, depuis 2017, puis 2019, il y a eu des changements aussi. Le régime social des indépendants, de tous les indépendants qui sont micro-entreprises en société, est de plus en plus rapproché du régime général, donc des salariés. Je vais vous détailler quelques prestations, comment ça fonctionne après. Mais voilà, dites-vous que c'est de plus en plus simplifié et que ça se rapproche de ce que vous connaissez déjà en tant que salarié. Le service des impôts, donc la direction des finances publiques. Là, vous allez déclarer vos impôts tous les mois et vous allez demander plutôt l'option versement libératoire. C'est aussi là où vous allez demander donc, de passer en option TVA. La CAF, parce que vous pouvez continuer à toucher les APL, le RSA, la prime des activités, toutes les prestations familiales aussi, pendant la durée de votre micro-entreprise. Ça ne vous coupe pas du tout de ces droits-là. Le RSA, en fonction du chiffre d'affaires, il va être amené à changer ou à disparaître, la prime d'activité aussi, bien sûr, mais les APL, les allocations familiales, elles seront toujours payées par contre. Pôle emploi France Travail, par exemple, pareil, si vous touchez l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi ou l'ASS, l'allocation de solidarité, vous allez pouvoir continuer à la toucher jusqu'à la fin de vos droits. Sur l'ARE, il y aura une déduction faite en fonction de votre chiffre d'affaires aussi. D'accord? Comme vous allez déclarer tous les mois votre chiffre d'affaires, Pôle emploi va déduire une partie de vos droits à l'ARE. Et en fait, si vous faites un très faible chiffre d'affaires, on va quand même continuer à vous payer l'ARE pour que ça atteigne ce que vous devriez avoir totalement en ARE. Et puis, si votre chiffre d'affaires est assez conséquent, ça va le faire diminuer drastiquement, le faire disparaître. Voilà. Si à un moment votre droit à Pôle emploi disparaissent parce que vous avez un chiffre d'affaires qui est quand même assez conséquent, vos droits, sont des droits, donc
vous avez cotisé en tant que salarié auparavant, donc ils vont pas disparaître. Ils sont juste mis en stand-by et à un moment où si vous arrêtez l'entreprise, par exemple, vous passez à autre chose, vous pourrez demander à récupérer ces droits-là. Voilà. Et tout à l'heure, on avait la question, est-ce que, la RE disparaît? Donc je viens de vous le dire, non. La RE, disparaît si vous demandez l'ARS. Donc l'ARS, ce sont vos droits RE, 60 des droits de la RE qui sont versés en 2 fois, au moment de la création de l'entreprise. Donc vous ne pourrez pas avoir cet ARE-là tous les mois parce que, cet argent-là, il vous est déjà versé, mais en capital, c'est-à-dire en une seule fois. Voilà. La hache, vous allez continuer à la toucher aussi. Oui. Non, alors est-ce que si je gagne 500 €, est-ce que mes allocations seront déduites de 500 €? Donc c'est pas pour les allocations, là, pour le familial, hein, c'est vraiment pour l'allocation retour à l'emploi. C'est pas, sur un montant réel, c'est sur une base de calcul. Je vous l'enverrai aussi, il est dans mon mail pour que vous le calculiez et puis pareil sur les simulateurs URSSAF, vous pourrez le calculer. OK? Je vous aurai tout pour calculer ça. Alors, je peux vous remettre là les liens, mais je vous les renverrai par mail. .ursaf.fr. Donc ça, c'est pour les déclarations de chiffre d'affaires. Impôts.gouv.fr pour déclarer vos impôts. Et puis, pour le versement libératoire. Quelques détails sur la protection sociale. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, le régime des indépendants s'est rapproché du régime des salariés pour une question de simplification, pour l'assurance maladie et pour l'URSSAF. Donc l'accès, est le même. Vous avez accès aux prestations sociales, vous avez accès aux prestations maladie et maternité et vous avez accès aux allocations familiales. La retraite de base, elle est aussi calculée de la même manière que pour les salariés. Par contre, je vous l'ai dit, il y a un plafond, c'est plutôt un plancher là, pas un plafond, à atteindre pour, pouvoir, valider votre trimestre de retraite. Il faut, les faire simuler. Il faut aller, voir les simulateurs pour ça. Parce que je dis, il y a plein de critères différents pour, connaître comment vous allez pouvoir atteindre ces plafonds, ce plancher-là. Et puis en plus de ces droits-là, maladie, allocation et retraite, vous avez des droits à la formation professionnelle, parce que vous cotisez aussi dessus, hein. Tout ça, c'est parce que vous, cotisez, c'est ce que vous payez à l'URSSAF tous les mois, ça vous donne accès à ça. Donc également à la formation professionnelle et puis une couverture invalidité décès. Comment ça fonctionne? Par exemple, si vous tombez malade, il y a un délai de carence de 3 d'hospitalisation, de 7 jours en cas de maladie ou d'accident et donc vous serez indemnisé à partir du 4e jour ou du 8e jour en cas d'accident ou de maladie. Pour les arrêts de travail qui sont supérieurs à 7 jours, le délai de carence sera, heu heu, réduit de 7 jours à 3 jours. Donc c'est-à-dire que pour la maladie ou pour l'accident où le délai de carence était de 7 jours et vous êtes indemnisé à partir du 8e jour, qui est écrit là, ce sera à partir du 4e jour que vous serez indemnisé. OK? Ah, le lien de l'URSSAF ne fonctionne pas? Ah bon? Ah oui, pardon. Bon, je vais vous le renvoyer, pardon, je préfère continuer pour pas perdre de temps, mais je vais vous le renvoyer. Alors là où ça se complique, c'est sur les indemnités, journalières. Donc comment ça vous est versé? Ça vous est versé pendant, pendant 3 ans maximum, si vous avez un arrêt de travail qui est prescrit par votre médecin au titre d'une affection longue durée, donc les ALD, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, des allergies, des choses voilà, qu'on garde toute notre vie et c'est qualifié d'ALD, vous pourrez avoir des indemnités journalières pendant 3 ans. OK?
ou pour des soins de longue durée. Voilà, pour une maladie de longue durée. C'est plafonné plutôt à 360 jours sur une période de 3 ans. C'est-à-dire à partir de la 4e année, on retourne à 0 sur ce capital-là, pour les autres arrêts, Donc les arrêts maladie, les accidents, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser pendant 3 ans 360 jours d'indemnité journalière. À partir de la 4e année, on retourne au jour 1. Voilà. Et c'est très important, et souvent on oublie d'y penser, vous ne serez pas indemnisé la première année d'activité. Votre protection sociale, en tant qu'indépendant, elle ne démarre que la 2e année d'activité. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir une autre couverture, avec une mutuelle, avec une complémentaire, sachant que si vous êtes salarié, vous créez votre entreprise, vous avez de la portabilité, donc la première année où vous serez indépendant, vous pourrez avoir toujours la mutuelle que vous aviez en tant que salarié. Toutes ces prestations-là, qui sont couvertes par la sécurité sociale des indépendants, en fait, ne démarrent que la 2e année. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Oui. Et alors, dans le cas où vous êtes salarié et entrepreneur en même temps, bah, vous cotisez pour les deux. Parce que quand vous êtes salarié, vous cotisez, donc la différence entre le brut et le net, pour la sécurité sociale des salariés. Et si vous payez des cotisations auprès de l'URSSAF en tant qu'indépendant, vous allez aussi cotiser, mais auprès de la sécurité sociale des indépendants. Parce que ce sont ces deux caisses-là séparées. D'accord? Donc vous aurez des prestations sociales en fonction de là où vous déclarez. Alors, juste la portabilité, c'est quand vous changez de travail pour créer une entreprise ou pour n'importe quelle autre chose, ou quand vous quittez votre travail, vous êtes couvert sur la mutuelle employeur pendant 1 an de plus. C'est juste ça. Oui, les indemnités journalières sont calculées sur le chiffre d'affaires. Voilà. Par mois, par an, pardon. Oui, par an. Pour les 200 €. C'est vrai que ça vient de préciser. Non, non, c'est pas lié au chômage, la portabilité. Mais par contre, quand vous êtes au chômage parce que vous quittez votre emploi, vous pouvez demander aussi la portabilité. Mais si vous changez d'emploi, par exemple, vous pourrez aussi demander la portabilité. Si vous créez une entreprise, vous pourrez aussi demander la portabilité. Ah bah, c'est la 2e année après la création de l'entreprise que ça démarre, après l'immatriculation. Si on cumule l'emploi salarié et l'entreprise en auto-entrepreneur sur le long terme, il faut passer sur la sécu plus mutuelle des indépendants uniquement, cumuler les 2. Bah, en fait, ce que je vous disais, vous allez cotiser auprès des 2. Donc après, c'est pas vous qui vous poserez la question, c'est l'assurance maladie qui va décider dans quelle caisse elle va piocher. Est-ce que c'est la SSI? Est-ce que c'est la sécurité sociale des salariés? Pour les congés maternité, alors une nouvelle disposition l'année dernière, avec 3 modalités différentes. Vous pouvez bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos maternel. Donc ça compense la perte d'activité, la perte de revenus liée à l'arrêt de votre activité indépendante. Okay, donc versé en 2 fois, au 7e mois de grossesse et après l'accouchement. La 2e modalité, une indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc là, on estime à combien la perte de revenus liée à l'arrêt de l'activité, et c'est pas versé en 2 fois, c'est une indemnité journalière, comme pour la maladie, par exemple, hospitalisation. Et si l'interruption d'activité est plus longue que la grossesse, vous aurez un complément d'indemnité jusqu'à 3 976,02 €. C'est très précis. Voilà. Ça s'évalue en fait en fonction de la durée de l'arrêt et puis de la perte de revenus estimée. Donc c'est au cas par cas. Oui, la CMU, elle va rester valable aussi. Ouais.
Alors, l'ACRE, avant de finir, l'ACRE, donc l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, à ne pas confondre avec l'ARS, donc qui est le capital de Pôle emploi, France Travail qui vous est versé. L'ACRE, c'est une exonération, c'est une diminution des cotisations, des charges que vous allez payer auprès de l'URSSAF la première année d'activité. C'est 50% de déduit. Donc, je vais vous remettre les taux que j'avais au début. Ce que vous payez à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois, donc 12,3% ou 21,2%, la première année, vous allez payer 2 fois moins tous les mois auprès de l'URSSAF. OK? Le RSI X+, ça a été remplacé par la SSI, Sécurité sociale des indépendants. En cas d'ASS, pas d'ACRE, si, alors c'est sur critères sociaux, donc demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, donc ASS, hein, l'ARE ou l'ASS, ça en fait partie. Bénéficiaire du RSA, moins de 25 ans ou moins de 30 ans en situation de handicap, les personnes résidant dans un quartier prioritaire de la ville ou en zone de revitalisation rurale, voilà, c'est en gros les critères sociaux classiques. Oui, Agnès, ce serait pour tout. Donc, pour en bénéficier, vous devez faire la demande au moment de la création, en immatriculation de l'entreprise, donc sur le formulaire de l'INPI, par exemple, et ce sera envoyé ensuite à l'URSSAF, ou alors vous faites la demande auprès de l'URSSAF dans les 45 jours, dans le mois et demi suivant l'immatriculation de l'entreprise. D'accord ? Au-delà de ces 45 jours, vous ne pourrez plus du tout en faire la demande. Si vous avez déjà créé une entreprise, une micro-entreprise, vous ne pouvez faire une demande d'ACRE que tous les 3 ans. Voilà. Si vous arrêtez votre entreprise et vous en créez une autre plus tard, ben vous pourrez refaire une demande d'ACRE, mais dans 3 ans. OK? Oui, ça a bien diminué parce qu'avant c'était 3 ans, et c'était progressif. Maintenant, c'est plus qu'1 an et 50%. Mais oui, du coup, ça va être aussi en fonction de ce que vous cotisez, Adrien. Donc tout à fait, ça va vous faire perdre, ça va être plus dur d'atteindre ce plancher-là, pour cumuler les trimestres de retraite parce que c'est en fonction de ce que vous avez cotisé. Bon, ça reste une aide, hein, donc c'est bon à prendre parce que si ça vous permet d'avoir des paiements un peu moindres la première année et donc de mieux gérer votre trésorerie au démarrage. Non, Apolline, si on l'a déjà demandé il y a 6 mois, mais qu'on démarre notre activité seulement aujourd'hui, peut-on la reconduire encore? Non, elle sera encore valide 6 mois, parce que c'est sur 1 an, mais vous ne pouvez pas la redemander aujourd'hui. Voilà, vous ne pouvez pas retourner à 0 aujourd'hui. OK? Oui, vous pouvez faire la demande d'ACRE un peu plus tard après la création, jusqu'à 45 jours, uniquement. Voilà. Alors, je vais passer très vite sur ce qu'on peut faire. Donc, je vous ai parlé déjà, je vais remettre plutôt ça, l'accompagnement pour ça, donc aller un petit peu plus en profondeur pour préparer ce régime-là de la micro-entreprise, pour préparer tous les aspects, vous voyez, commercial, financier, et puis administratif et juridique et comptable, hein, même, je dirais, tout ce qu'on a abordé dans cette heure-là, mais un petit peu plus en détail pour préparer le projet. S'il y a besoin d'accompagnement pour faire la démarche aussi directement avec nos bénévoles sur l'aspect administratif, comment on fait ces papiers-là, comment on fait la démarche, n'hésitez pas à venir nous voir. Au-delà de ça, elle a dit, donc il y a ce coaching individuel, des ateliers et des formations collectives, c'est ce qui s'appelle là, je deviens entrepreneur à gauche, c'est une formation collective où on voit tous ces aspects-là, commercial, financier, comment trouver des clients, quel statut juridique et fiscal choisir, etc. Et puis, du coaching avec nos bénévoles tout au long de la vie de l'entreprise après, s'il y a besoin, en fonction du besoin, en fonction de votre demande. Tout ça, c'est pris en charge, c'est gratuit. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire appel s'il y a besoin. Faites-vous entourer. Moi, c'est
c'est un peu mon objectif à moi, c'est de vous faire comprendre que, c'est pas si difficile de créer une micro-entreprise. C'est pas si difficile de gérer une micro-entreprise. Par contre, il faut pas rester tout seul quand même. Il y a plein de choses à apprendre. Vous, vous êtes bon dans votre cœur de métier. Je peux être bon, plombier si je crée une plomberie, je peux être bon, en artisanat si je suis artisan, je peux être bon en restauration si je suis un restaurateur. Par contre, je suis pas forcément bon, RH, communicant, gestionnaire, comptable et tout. C'est normal, ça s'apprend. Et puis il y a d'autres gens qui sont là pour ça. Donc vraiment faites-vous entourer. Non, vous pouvez directement pour prendre rendez-vous, pour venir soit appeler, soit, prendre rendez-vous, sur le site internet. Oui, pareil pour écrire les conditions générales de vente, les contrats, tout ça, faites vous pouvez vous faire accompagner parce que c'est des choses à bien préparer. Vous pouvez venir pour l'accompagnement s'il n'y a pas besoin de financement. L'objectif, nous, quand même, c'est de voir s'il n'y a pas besoin de financement, parce qu'on ne sait jamais, au moins pour de la trésorerie. Et ça reste notre cœur de métier hein, principal, le financement. Mais bien sûr, moi, je préfère que vous fassiez la demande, que vous fassiez accompagner, et qu'après, au final, vous ne fassiez pas de demande de financement s'il n'y a pas besoin, mais que quand même, vous puissiez démarrer dans des bonnes conditions. OK ? Je vais tout vous renvoyer et donc après, le financement, c'est ce que je vous montrais, donc jusqu'à 12 000 €, jusqu'à 15 000 € en outre-mer et possiblement à taux 0 et avec ça, tu déprimes tes prêts à taux 0, tes prêts d'honneur et cetera. OK? Oui, effectivement, c'est pas le bon taux. Je viens de me rendre compte. La prime jeune à 1 000 €, maintenant c'est plus à 3 000 €, c'est une prime du ministère du Travail, enfin de l'État, qui est toujours disponible, tout à fait. C'est pour les créateurs de moins de 30 ans. PTZ, oui, c'est des prêts à taux zéro. Oui, vous pouvez avoir un coaching en fonction des bénévoles qu'on a, mais en fonction de votre domaine d'activité, vous pouvez demander. Et les assurances, alors on avait une question sur une micro-assurance, donc c'est avec AXA, hein, vous l'avez écrit tout à l'heure dans le chat, parce que nous, on négocie, on essaie de travailler avec des assureurs, avec des banques en ligne, etc., pour avoir des coûts un petit peu moins élevés, des tarifs moins élevés. C'est pas nous les assureurs, on travaille avec eux, que ce soit pour l'assurance auto ou pour l'assurance professionnelle, si vous avez un local ou pas, c'est différentes offres. Voilà. Comment il faut faire? Appeler. C'est un numéro gratuit, hein, c'est un 09, mais c'est un numéro gratuit, enfin non surtaxé. Vous pouvez appeler, prendre rendez-vous pour les ateliers. Je vais aussi vous mettre la page des ateliers sur notre site internet parce que voilà. Pardon. Parce qu'il y a plein d'ateliers en physique aussi, ça va vous permettre de rencontrer les collègues en local. Pour la complémentaire santé également, il y a des solutions négociées. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur place. Moi, je vais vous renvoyer tous les bons liens parce que je sais qu'il y a beaucoup d'infos, plein de choses différentes. Je vais tout vous renvoyer en un seul mail, comme ça vous aurez tout pour faciliter vos démarches. OK? Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Qui devant nous contacter? C'est ce numéro-là pour la prime de 1 000 € pour les jeunes entrepreneurs. Oui, je vais tout vous renvoyer, Norine. Complémentaire santé aussi, numéro unique. Eh bien, merci à vous. À bientôt. N'hésitez pas à m'écrire aussi, vous allez avoir, je sais, difficile de lire toutes les questions, n'hésitez pas à m'écrire après parce que vous aurez mon mail s'il y a besoin d'autres compléments. Et puis venez nous voir en agence, venez voir les ateliers, venez voir les collègues conseillers et puis les bénévoles. Parce que le but là maintenant, c'est que vous puissiez avancer sur votre projet, et donc je vous disais vous faire entourer pour ça et qu'on prenne un petit peu plus de temps et au cas par cas pour travailler sur votre projet. OK? Merci encore, bonne journée à tout le monde et puis bonne année encore une fois. À la prochaine pour les prochaines webconférences ou pour des ateliers. Bonne journée.